Le grondement des bottes, l'odeur du bitume chaud, le sifflement des pioches dans la pierre. Au-dessus des vallées d'Italie s'élève la poussière, non pas de la bataille, mais de la construction. Quand d'autres peuples discutaient encore de leurs frontières, Rome reliait déjà son monde par des routes. La question est, comment ont-ils pu construire 85 000 km d'artères de pierre sans machines, sans béton, sans acier? Et pourquoi ces routes survivent-elles à de nombreux empires? La réponse est cachée non seulement dans l'ingénierie, mais aussi dans la mentalité d'un peuple pour qui le chemin était sacré. Les historiens ont écrit que la première grande route, la Via Appia, commença à prendre forme en 312 avant notre ère, lorsque le censeur Appius Claudius ordonna de tracer un chemin de Rome à Capoue. Selon les standards de l'Antiquité, c'était de la folie. Près de 190 km à travers collines, marais et champs de pierre. Mais les Romains ne connaissaient pas le mot « impossible ». À la base de chaque route se trouvait une structure à plusieurs niveaux, comme une armure de l'Empire, couche après couche. Ce système s'appelait aguerre, ce qui signifiait remblai. On creusait d'abord une tranchée, puis on la remplissait de gravier, de grosses pierres, de sable. Et enfin, on la recouvrait de dalles de basalte polies comme un miroir. Le poids de chacune pouvait dépasser 300 kg. Ce n'était pas seulement un chemin, c'était un monument de pouvoir. Imaginez comment, sous le marteau des ingénieurs, les pierres s'assemblaient pour former la colonne vertébrale vivante de l'Empire. Quand une légion marchait sur la Via Appia, la terre sous leurs pieds résonnait, comme si la République romaine elle-même partait à l'attaque. Les guerriers croyaient « La route n'est pas un moyen, c'est une arme ». Elle transportait les ordres, le pain, les lois, les légions. Le terme « cursores » désignait les messagers qui parcouraient ces routes à une vitesse comparable à celle du courrier moderne sur roue. Ils pouvaient livrer un message sur des centaines de kilomètres en quelques jours. Pour le monde antique, c'était un miracle, une connexion instantanée entre les provinces. Les fouilles montrent que même après 2000 ans, sous les couches de terre et d'herbe, les dalles de pierre sont toujours à leur place, comme si elles attendaient le retour de la Légion. Les archéologues ont trouvé des traces de roues incrustées si profondément dans la pierre qu'il semble que la route elle-même ait mémorisé l'histoire. Mais comment maintenir une telle perfection pendant des siècles? Qu'est-ce qui poussait les gens à poser chaque dalle avec la précision d'un joaillier, sachant qu'ils ne verraient jamais la fin du chemin? La réponse est dans la discipline militaire. Les routes étaient construites par les légions et non par des esclaves. Chaque soldat savait, construire un chemin, c'est conquérir. Selon diverses sources, environ 10 000 personnes ont participé à la construction de la Via Appia. Ils travaillaient pendant des mois, dormaient à la belle étoile, mangeaient des céréales sèches et de la viande salée. Mais le plus important, chaque mètre de chemin était soumis à l'ordre romain. Si la ligne de la route déviait de la ligne droite, elle était démolie et recommencée. Les Romains appelaient ce principe « recta via », la route droite. Ce n'était pas seulement une solution d'ingénierie, mais un symbole de la pensée romaine. Aller droit, malgré les obstacles. Même les montagnes ne pouvaient les faire dévier. Avec chaque nouvelle route, Rome ne se contentait pas de relier des villes. Elle liait le monde en un système unique. Pierre après pierre, chemin après chemin, l'Empire donnait naissance à un réseau qui traverserait les siècles. Mais pour comprendre comment ils ont maintenu cet ordre sur de vastes distances, il faut regarder plus profondément. Là où la route devenait non pas simplement une route, mais une manifestation de la machine de guerre de Rome. Au premier rayon du soleil, des milliers de soldats étaient déjà en rang. Non pas avec une épée, mais avec une pelle. Devant eux s'étendait une pente rocailleuse, où devait bientôt passer une nouvelle artère de Rome. Ce n'était pas le travail d'esclaves. C'était une armée bâtissant un empire. Chaque coup de pioche était un coup porté au chaos, chaque pierre, un pas vers l'éternité. Les légionnaires travaillaient sur ordre du tribun, et au-dessus d'eux se tenait le légat, un homme responsable non seulement des batailles, mais aussi de la construction. Les Romains appelaient ces soldats des fabri, des ingénieurs militaires. Ils étaient entraînés comme des gladiateurs. Seulement leurs armes étaient l'équerre, la houe et la corde. Polybée écrivait que sans l'ingénierie, Rome n'aurait pu exister un seul jour. Les routes assuraient le mouvement des troupes, l'approvisionnement et le pouvoir. Grâce à elles, l'Empire pouvait déplacer une légion entière sur des centaines de kilomètres en quelques semaines, tandis que les ennemis erraient encore dans la boue. Pour construire un mille de route, il fallait environ 100 tonnes de pierre et 3 semaines de travail. Le poids des outils et de l'équipement de chaque ouvrier atteignait 20 kg. Dans les sacs, des pelles, des ciseaux, des marteaux, des fils à plomb, et tout cela, ils le portaient sur eux.
Dans les carnets de campagne de César, il est mentionné qu'un soldat de l'armée romaine parcourait jusqu'à 30 km par jour, portant en même temps jusqu'à 40 kg de charge. Ce n'était pas simplement de l'endurance, c'était un système. Avant le début des travaux, les légionnaires installaient la groma, un instrument pour le tracé d'une ligne droite. En substance, c'était un ancien théodolite, une croix avec des fils à plomb grâce à laquelle les ingénieurs pouvaient tracer le chemin avec une précision étonnante. Les archéologues modernes, en étudiant les vestiges de routes en Bretagne, étaient étonnés. L'erreur ne dépassait pas 1 mètre sur des dizaines de kilomètres. Imaginez comment, dans la plaine, une ligne vivante apparaît lentement, parfaitement droite, comme une corde tendue. Les guerriers, dans la boue et la poussière, ne voient pas l'ensemble du tableau, mais leur travail construit un réseau que l'on pourrait distinguer même depuis l'espace. Rome ne créait pas de simples routes, elle créait l'ordre, la géométrie du pouvoir, transformant le chaos en ligne droite. Chaque tronçon de route avait des couches, comme la carapace d'une tortue. La couche inférieure de gravats retenait l'humidité. Celle du milieu, faite de petites pierres, donnait de la solidité. Et la supérieure, en basalte, réfléchissait la chaleur et supportait le poids des chariots. Des chercheurs modernes de l'Institut d'archéologie de Rome ont confirmé. Grâce à une telle construction, les routes pouvaient servir plus de 5 siècles sans réparation. Quand le travail était achevé, le premier à emprunter la route était le convoi de ravitaillement. Pain, vin, sel, céréales. Les soldats savaient. Des troupes suivraient, puis des courriers sénatoriaux, des percepteurs d'impôts, des marchands, des pèlerins. La route devenait un vaisseau sanguin de la civilisation. Et pourtant, dans chaque pierre de ce système, on ressentait la rigueur du règlement militaire. Toute infraction à l'ordre, une punition. Si un légionnaire posait une dalle de travers, on lui ordonnait de la retirer et de la reposer. Si la route était endommagée, la faute retombait non pas sur l'ingénieur, mais sur une unité entière. Pline l'Ancien écrivait que c'était précisément la peur de la honte et le calcul précis qui rendaient les routes de Rome parfaites. Quand le soleil déclinait vers le couchant, les soldats levaient les yeux vers ce qu'ils avaient créé. De l'horizon à l'horizon s'étendait une bande lumineuse, comme une cicatrice sur le corps de la terre. Rome laissait une trace non pas dans la mémoire, mais dans la pierre. Avec chaque nouveau kilomètre, le réseau des viae, des routes reliant villes, forteresses et ports, s'étendait. Et si quelqu'un à cette époque s'était élevé haut au-dessus de l'Italie, il aurait vu une toile d'araignée gigantesque, où Rome était le centre, et d'où partaient des fils menant à tous les coins du monde. Mais ce qui rendait ces chemins invincibles même face au temps, ce n'était pas seulement la précision de l'ingénierie, mais aussi la manière dont Rome les protégeait. Car chaque route devait être sûre. Et c'est pourquoi, aux carrefours et aux cols, des postes, des tours et des forteresses commencèrent à apparaître, où des gardes montaient la garde jour et nuit. Le terme mansio désignait une halte, un lieu de repos pour les messagers et les militaires. On pouvait y changer de chevaux, se restaurer, transmettre un rapport. Ces stations étaient situées tous les 25 à 30 km, et les archéologues en ont retrouvé les vestiges même dans des provinces éloignées. Le réseau de mansiones transformait l'Empire en un organisme unique, où l'information circulait par les veines de pierre plus vite qu'une armée ne pouvait se déplacer. Mais la route n'était pas seulement un lien, elle était une frontière. Autour d'elle, Rome construisait des ponts, des aqueducs, des colonies. Chaque route portait en elle une promesse. Là où le chemin arrive, Rome arrive aussi. Et un jour, lorsque l'Empire étendit ses chemins de l'Espagne à la Mésopotamie, il devint clair, les routes n'étaient plus de simples routes. C'étaient des lignes par lesquelles l'histoire elle-même s'écoulait. Et en leur cœur, la même discipline, le même silence et le même son de la pierre qui résonnait au matin où les légions commençaient leur premier jour de construction. Quand l'Empire atteignit une telle ampleur qu'un courrier pouvait voyager des mois de la Gaule à l'Égypte, les routes devinrent ses artères, et leur contrôle une question de survie. À l'aube, alors que le brouillard persistait encore, les jantes de fer des chariots résonnaient déjà sur les dalles de pierre. L'odeur de la pierre mouillée se mêlait à la sueur des mules et à la suie des torches de poids. Ainsi commençait la journée sur la route qui ne dormait jamais. Chaque tronçon de chemin avait son gardien, le curator viarum, un fonctionnaire responsable de l'entretien des routes. Il était plus qu'un administrateur, un surveillant de l'ordre, un ingénieur et un juge à la fois. Sa tâche était de veiller à ce que l'Empire ne perde pas ses connexions. Si une dalle se fissurait, il devait trouver le coupable. Si un pont s'effondrait, il en faisait rapport personnellement à Rome. Et quand les sénateurs roulaient sur le basalte lisse, il savait, sous chaque roue, le travail de milliers de ces gardiens invisibles.
Les Romains savaient voir dans les détails ce que d'autres considéraient comme des bagatelles. Même la pente de la route était calculée au degré près, afin que l'eau ne stagne pas et ne détruise pas la pierre. Pour cela, ils utilisaient le système clava calicaris, une ancienne forme de drainage, des fossés inclinés qui s'étiraient le long de la route. Des archéologues en Espagne ont trouvé des vestiges de ces drains d'une profondeur allant jusqu'à un demi-mètre, et ils fonctionnent toujours. Imaginez ce son. Après une averse, des torrents d'eau dévalent les caniveaux de pierre, comme dans les veines d'un être vivant. La route respire, gronde, sans le fer et la pluie. Elle n'est pas simplement une chose, mais un organisme qui vit des siècles. Mais les Romains allèrent plus loin. Ils comprenaient que la route devait être non seulement solide, mais aussi rapide. Pour cela, des millières furent créées, des bornes en pierre marquant la distance jusqu'à Rome. C'étaient les premiers panneaux de signalisation de l'histoire. On y gravait le nom de l'empereur et les chiffres des 1000. Le voyageur, en marchant sur la route, savait toujours ce qu'il restait jusqu'au centre du monde. Chaque borne n'était pas seulement un repère, mais un symbole de la présence du pouvoir. Quand une armée entrait dans une nouvelle province, la première chose qu'elle faisait était d'installer un milliaire. Ainsi l'Empire déclarait « Maintenant, ceci aussi fait partie de Rome ». Et aujourd'hui, en retrouvant leurs débris en Bretagne, en Turquie ou en Syrie, les archéologues affirment que même les pierres conservent la logique romaine, ordre et distance. Tite-Live écrivait que sur certaines routes, la circulation ne s'arrêtait pas une heure. La nuit, des convois de céréales se déplaçaient. Le jour, des détachements de messagers. Et le soir, des marchands et des pèlerins. Le long du chemin se trouvaient des auberges, des forges, des temples de Mercure, le patron des voyages. Dans l'air flottait l'odeur du vin, de l'huile chaude et de la poussière. C'était un flux vivant où se mêlaient langue, peuple, destin. Les ponts occupaient une place particulière. Là où les rivières déchiraient le paysage, les Romains érigeaient des arches de pierre liées par du mortier de chaux. Ils les appelaient ponts. L'un d'eux, le Pons Fabricius, construit en 62 avant notre ère, se dresse encore à Rome. Ces pierres ont vu le passage des époques, des empereurs et des peuples, mais elles supportent toujours les pas des touristes. C'est la preuve que l'ingénierie de Rome n'était pas seulement une maîtrise, mais un art de l'éternité. Pour que de telles constructions résistent au siècle, les ingénieurs utilisaient une substance devenue légendaire, le ciment romain. Il s'appelait puzzolane, une cendre volcanique qui, mélangée à de la chaux et de l'eau, créait un béton qui durcissait même sous l'eau. Des scientifiques modernes ont confirmé. C'est grâce à ce mélange que les routes et les ponts de Rome ne se sont pas désintégrés en 2000 ans. Chaque nouveau kilomètre de route était un acte de volonté politique. Car le chemin n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un moyen de contrôle. Les Romains disaient « Là où il y a une route, il y a la loi ». Par ces routes circulaient les légions, mais aussi les impôts, les esclaves, les ordres, les rumeurs. Tout ce qui constituait le tissu de l'Empire s'écoulait par ces lits de pierre. Parfois, dans le silence de la nuit, on entendait des pas sur les routes. C'étaient les cursores, ces mêmes messagers qui portaient les lettres des empereurs. Ils couraient, changeant de chevaux à chaque station, jour et nuit. Les chroniques de Tacite mentionnent qu'un message de Bretagne pouvait parvenir à Rome en 8 jours. Pour l'époque, presque un téléport. Et pourtant, les routes n'étaient pas silencieuses. Elles absorbaient les traces des guerres, du sang et de l'espoir. Quand les processions triomphales les empruntaient, la route résonnait du fracas des chars. Quand les légions revenaient après une défaite, elles sonnaient différemment, lourdement, sourdement, comme si la terre elle-même était en deuil. Rome a créé un réseau sans égal, mais chaque kilomètre avait un prix, sang, labeur, années. Et à un certain moment, les routes sont devenues non plus seulement un symbole de pouvoir, mais une épreuve pour l'Empire lui-même. Car plus le chemin est long, plus il est difficile d'en tenir le bout. Pourtant, dans cet équilibre fragile entre ordre et distance, un nouveau chapitre de l'histoire romaine s'ouvrait, celui où les routes, construites pour l'éternité, commençaient à révéler les limites des capacités humaines. Lorsque le réseau routier romain atteignit les frontières les plus éloignées de l'Empire, des collines britanniques aux sables de Syrie, l'idée même de chemin se transforma en symbole de puissance. Mais plus les routes s'étendaient, plus il devenait difficile de les entretenir. Soudain, un nouvel ennemi se dressa devant les Romains. Non pas les barbares, ni les révoltes, mais le temps. Et la lutte contre lui s'avéra non moins épuisante que les guerres. Aux confins de l'Empire, les routes commençaient à se fissurer sous le soleil. Les pluies les transformaient en rivières de pierre, où les cailloux dévalaient. Et pourtant, les Romains ne cédaient pas. Dans chaque région, des bénéficiarii, des fonctionnaires militaires, étaient chargés de la réparation et de la garde des chemins. Ils vivaient près des routes, dans de petites maisons de pierre, surveillaient les ponts et appelaient des ouvriers lorsque des fissures apparaissaient.
Dans les inscriptions épigraphiques trouvées en Gaule, on rencontre les noms de ces hommes, simples, oubliés, mais ce sont eux qui maintenaient le pouls de l'Empire. Le terme « vestigium » signifiait trace, et ce sont précisément ces traces qui montraient aux archéologues où passaient les anciennes routes. En Bretagne, sous des couches de gazon, on a trouvé des remblais de pierre de plusieurs dizaines de kilomètres de long, disposés si précisément que leurs lignes ne pouvaient être vues que du ciel. Ces traces semblaient dire, ici, autrefois, un légionnaire a posé le pied, ici résonnait la langue latine, ici passait Rome. Mais derrière l'ordre apparent se cachait une logistique colossale. Maintenir 85 000 kilomètres de routes de pierre exigeait des centaines de milliers d'ouvriers, d'animaux, d'outils et de provisions. Les Romains créèrent ce que les historiens modernes appellent la première administration routière du monde. La collecte des impôts pour la réparation des routes devint une pratique constante. Des fonds étaient alloués par chaque ville, et les fonctionnaires rendaient compte au Sénat de l'état des routes. Ceux qui échouaient dans leurs tâches risquaient de perdre non seulement leur poste, mais aussi leur honneur. Des postes et des tours de contrôle étaient installés sur les routes, où des patrouilles vérifiaient les caravanes. Dans les provinces, surtout à l'est, les routes étaient gardées par des unités spéciales, les stationarii. Ils réprimaient les brigandages, veillaient à l'ordre et aidaient les voyageurs. Dans les papyrus romains d'Égypte, des rapports de ces gardes ont été conservés. Dates, itinéraires, plaintes de marchands. C'était une armée invisible, grâce à laquelle les routes restaient sûres. Imaginez une caravane nocturne, traversant le désert. Le scintillement des torches, les cris des chameliers, le tintement sourd des chaînes sur les chameaux. Le long de la route, des tours de guet où brûlent des feux de joie, pour que les voyageurs sachent qu'ils sont encore à l'intérieur des frontières de l'Empire. Ce n'était pas seulement un réseau, c'était le souffle de l'ordre au milieu du chaos des terres barbares. Les données archéologiques confirment. À certains endroits, les routes atteignaient 8 mètres de large, suffisamment pour que 2 convois puissent se croiser sans s'arrêter. Des fossés latéraux recueillaient l'eau, et des bordures de pierre protégeaient les dalles de la destruction. Lorsque des ingénieurs modernes ont étudié la structure de la Via Domitia en Espagne, ils ont reconnu qu'il n'y avait aucun élément aléatoire dans les routes romaines. Tout était soumis à la logique de la solidité et de la durabilité. Mais comme tout système vivant, les routes avaient besoin d'être renouvelées. Les empereurs organisaient de grandioses inspections. Ainsi, sous Auguste, une révision de toutes les routes d'Italie fut effectuée. Les chroniques rapportent, l'empereur voyageait personnellement sur celle-ci, accompagné d'ingénieurs, vérifiant l'état des dalles. Après cette vérification, de nombreux tronçons anciens furent reconstruits et renforcés. C'est alors qu'apparut l'idée d'installer des autels et des statues de dieux le long des routes, pour que le chemin devienne non seulement sûr, mais aussi sacré. La route comme un temple à ciel ouvert. Le long d'elle se dressaient des stèles de pierre avec des représentations de la déesse Fortuna, gardienne de la chance. Le voyageur, en passant, laissait une pièce de monnaie ou un morceau de pain. Ainsi les Romains unissaient l'ingénierie au divin, la pierre et la prière, la pratique et la foi. Mais plus le réseau s'étendait, plus il exigeait de sacrifices. Dans les montagnes d'Asie mineure, il fallait tracer des routes à travers les rochers, les faisant exploser avec le feu et l'eau. Dans les provinces chaudes de l'Est, les ouvriers mouraient de la chaleur, et au nord, du froid et du vent. Tite-Live écrivait « Rome construisait les routes comme elle fait la guerre, sans pitié et sans repos ». Avec le temps, les routes devinrent le symbole de l'idée même de Rome, une puissance qui ne connaît pas les distances. Pline affirmait « Aucun peuple n'a soumis la terre comme les Romains l'ont soumise par la pierre ». Et en effet, la route transformait un territoire étranger en partie de l'Empire plus vite que l'armée. Cependant, dans ce réseau grandiose, un paradoxe commença à croître. Plus les routes devenaient parfaites, plus vite s'y propageaient non seulement les ordres, mais aussi les révoltes, les rumeurs, les maladies. Ce qui liait l'Empire commença aussi à le détruire de l'intérieur. Sur ces mêmes pierres, par lesquelles passaient autrefois les processions triomphales, se déplaçaient désormais des fugitifs, des maraudeurs et des armées étrangères. Et alors, Rome sentit pour la première fois que les routes, créées pour l'éternité, pouvaient devenir ses propres liens. Mais avant que le réseau ne commence à s'affaiblir, il eut le temps d'atteindre son apogée. Une époque où les routes devinrent non plus une simple infrastructure, mais un symbole vivant d'une puissance qui semblait sans fin. Au début du IIe siècle de notre ère, les routes de Rome atteignirent leur apogée. L'Empire, s'étendant sur des dizaines de pays du monde moderne, était cousu de fils de pierre par lesquels la vie s'écoulait. Le fracas des chars, le cliquetis des fers à cheval, l'odeur de la poussière et du cuir,
tout cela était le souffle de la ville éternelle. De Rome, on pouvait marcher jusqu'à l'océan sans se perdre. Les millières, ces témoins de pierre du temps, se dressaient le long des routes, comme des gardiens, rappelant à chaque voyageur « tous les chemins mènent à Rome ». À cette époque, les routes ne furent pas seulement une prouesse d'ingénierie, elles devinrent un instrument de stabilité politique. Par elles circulaient non seulement les troupes et les marchandises, mais aussi le pouvoir. Les messagers de l'empereur, les fonctionnaires, les juges, les percepteurs d'impôts, tous dépendaient de la vitesse. Et si des nids de poules ou des affouillements apparaissaient sur la route, cela était perçu comme une menace pour l'État. C'est pourquoi l'empereur Trajan créa une institution spéciale, les curatores viarum publicarum, des surveillants des routes publiques directement subordonnés au Sénat. C'était un réseau bureaucratique aussi puissant que le réseau de Pierre. Au carrefour étaient érigés des arcs de triomphe, des monuments dédiés aux grandes victoires. Leur marbre blanc scintillait sous le soleil lorsque les légions passaient sur la route. La poussière, soulevée par des milliers de pieds, se déposait sur les bas-reliefs où étaient sculptées des scènes de triomphe. L'histoire cheminait sur la route, et la route s'imprégnait de l'histoire. Le chemin à travers les Alpes, la Via Claudia Augusta, était particulièrement impressionnant. Il s'élevait à plus de 1000 mètres d'altitude, traversant des cols enneigés. Là où même les aigles ne volaient pas, les Romains taillaient des marches dans la pierre. Pline écrivait que dans les montagnes, la route s'accroche aux rochers comme la griffe d'un aigle. Les archéologues ont trouvé des vestiges de murs de soutènement qui retiennent encore la masse rocheuse. Ce n'était pas seulement un chemin, c'était une déclaration de pouvoir sur la nature. Imaginez, une légion monte. Les bottes glissent sur la glace, le souffle se transforme en vapeur. Derrière, Rome. Devant, les nuages. Les légionnaires portent des pelles, des pioches, des houes. Chaque pierre est posée par les mains de ceux qui étaient prêts à mourir pour la route, non pour la gloire, non pour l'or, pour l'ordre qui leur survivrait à tous. Pour faciliter le déplacement sur de telles routes, des chariots spéciaux à roues étroites étaient utilisés. On les appelait plaustra. Les traces de ces roues, deux rainures parallèles, sont encore visibles sur les dalles aujourd'hui. Des scientifiques de Naples ont établi la largeur de ces traces est la même dans toute l'Europe, de l'Italie à l'Allemagne. Cela signifie que Rome a créé le premier écartement standard de l'histoire, une norme qui assurait la compatibilité de tous les moyens de transport. C'est ainsi qu'est née l'idée d'unification sur laquelle les États modernes ont ensuite construit leur système. Mais les routes ne servaient pas seulement le pouvoir, elles devinrent des chemins de foi. Des missionnaires, des philosophes, des pèlerins les empruntaient. C'est par les routes romaines que le christianisme se répandit, de la Judée à la Gaule. L'apôtre Paul voyagea sur les mêmes pierres que celles que les légions avaient foulées auparavant. L'ingénierie romaine devint un conducteur involontaire d'une nouvelle idée qui allait plus tard changer le monde. Les découvertes archéologiques le confirment. De petites chapelles, des croix et des pierres tombales étaient construites le long des routes. Chaque voyageur mourant loin de chez lui voulait rester au bord de la route pour faire partie du mouvement même après la mort. Ces inscriptions de pierre peuvent encore être lues. Vœux de bonne chance, prières, nom de ceux qui ne sont jamais revenus. Les routes devinrent la chronique du destin humain. Leurs pierres se souvenaient des pas des empereurs et des esclaves, des soldats et des marchands, des amoureux et des fugitifs. Elles avaient entendu les rires, les cris, les gémissements, les prières. Et quand aujourd'hui les archéologues nettoient une nouvelle dalle de la terre, il leur semble entendre l'écho de ce fracas, des roues qui poussaient le destin en avant. D'un point de vue militaire, les routes permettaient à Rome de réagir instantanément. En cas de menace provenant d'une province, les légions pouvaient partir en quelques heures. La distance de Rome au Rhin, près de 1500 km, pouvait être parcourue en 30 jours, une vitesse incroyable pour le monde antique. Cela rendait l'Empire presque invulnérable. Mais c'est là que résidait aussi la faiblesse. Plus l'armée pouvait se déplacer rapidement, plus elle dépendait des routes. Quand les chemins se détruisaient, l'ordre s'effondrait aussi. Plus tard, pendant le déclin, les routes commencèrent à être envahies par l'herbe. Sans surveillance, sans légion, sans impôts, elles perdaient leur vie. Cependant, à l'époque de Trajan et des Antonins, les routes brillaient encore. L'Empire semblait éternel. La pierre était lisse, les ponts tenaient, les postes fumaient de torches. Le soir, quand le soleil se couchait à l'horizon, le chemin devenait doré, comme si la terre elle-même remerciait ceux qui l'avaient unie. Mais plus Rome s'élevait, plus la fissure sous ses dalles s'approfondissait. Et quand elle finit par fendre la terre, les routes cessèrent pour la première fois de mener à l'éternité. Elles commencèrent à mener au déclin. Le déclin de l'Empire romain ne fut pas soudain. Il s'étira, comme une fissure dans le marbre.
une faille grandissant imperceptiblement, que l'on pouvait d'abord masquer avec de la chaux, renforcer avec un étai, passer sous silence dans les rapports. Mais les routes ressentirent cette rupture avant tout le monde. Elles, comme des organismes vivants, furent les premières à perdre leur sensibilité. Les postes disparurent, les stations se turent, la végétation commença à envahir les bas-côtés. Là où résonnaient encore récemment les chars, maintenant bruissaient les herbes. La chute commença avec les finances. Les recettes fiscales diminuèrent, car les provinces s'appauvrissaient, et les légions se révoltaient de plus en plus souvent. Les routes nécessitaient des salaires pour les ouvriers, de la chaux, des outils. L'Empire, lui, dépensait ses ressources en guerre contre les barbares et en conflits internes. Lorsque l'entretien des curatores via Rome fut réduit, la surveillance s'affaiblit. Les réparations furent confiées aux communautés locales, et ce fut le premier signal. La route cessa d'être l'affaire de l'État. Elle devint une question de survie. Avec le départ de l'administration, disparut aussi le cursus publicus, le système postal. Les courriers ne parcouraient plus l'Empire avec les ordres des empereurs. Les messages arrivaient en retard, les villes vivaient isolées, et le pouvoir dans l'ignorance. Là où il fallait 5 jours auparavant, il en fallait désormais 20. La vitesse de l'Empire chuta, et avec elle, sa force. Les barbares ne détruisirent pas les routes intentionnellement. Ils les empruntèrent simplement. Ce sont les chemins romains qui menèrent les Goths à Rome, les Vandales à Carthage, les Huns à la Pannonie. Ironie du sort, ce qui avait autrefois lié l'Empire ouvrait désormais aux ennemis le chemin le plus court vers son cœur. Un historien contemporain a dit « Rome ne tomba pas sous l'épée, mais par la route par laquelle cette épée arriva ». Au IVe siècle, les empereurs tentèrent de raviver le système. Constantin le Grand émit des décrets pour la restauration des stations routières et obligea les villes à fournir des esclaves pour les réparations. Mais il manquait déjà de discipline et de volonté. Les pierres arrachées aux anciennes routes commencèrent à être utilisées pour les murs et les temples. À Byzance, de l'ancienne grandeur ne restait que des tronçons isolés, empruntés par les pèlerins et les soldats. Néanmoins, les routes ne disparurent pas complètement. Elles se transformèrent en os d'un organisme ancien, sur lesquels de nouvelles civilisations se développèrent plus tard. Les caravanes médiévales, les pèlerins et les marchands empruntaient les mêmes lignes que celles que les légions avaient autrefois foulées. Même de nombreuses autoroutes modernes d'Europe sont les descendantes de ces anciennes voies. De Rome à Londres, de Milan à Cologne, si l'on regarde une carte, on peut voir l'ombre de l'ancienne armature qui tient encore le continent. Mais à la fin de l'Antiquité, ces routes devinrent un symbole de perte. Elles étaient désormais empruntées non par des vainqueurs, mais par des fugitifs. Des familles, quittant les villes détruites, transportaient sur des chariots leurs enfants et leurs biens, sauvant ce qui pouvait l'être. Sur les bas-côtés se dressaient des croix, là où des voyageurs avaient péri. Le vent soulevait la poussière des dalles, et il semblait que les pierres elles-mêmes murmuraient les noms des empires déchus. Parmi les ruines des routes, de rares inscriptions ont subsisté. Sur une pierre trouvée en Campanie est gravé « Viator siste gradum, hic Roma fuit ». Voyageur, arrête ton pas, ici fut Rome. Cette phrase devint une métaphore de l'époque. La route est toujours là, mais ce pourquoi elle fut construite n'existe plus. Les chroniqueurs chrétiens interprétèrent les routes différemment. Pour eux, elles devinrent un symbole de transition, le chemin du monde païen vers le monde spirituel. Des moines voyageaient sur les anciennes voies, portant l'Évangile. Ils y voyaient non pas les vestiges de l'Empire, mais un pont entre le terrestre et l'éternel. Ainsi, les routes de Rome acquirent une nouvelle signification, presque mystique. Progressivement, des monastères surgirent aux emplacements des anciennes stations. Là où se reposaient autrefois les messagers des empereurs, s'installaient désormais des ermites. Les routes cessèrent d'être des chemins de pouvoir. Elles devinrent des chemins de rédemption. Et si auparavant l'homme les empruntait par ordre, c'était désormais pour le salut de son âme. Mais malgré la transformation spirituelle, la structure physique mourait. Les dalles de pierre s'enfonçaient sous terre, se transformant en couches archéologiques. À certains endroits, par exemple dans le sud de l'Italie, les routes furent recouvertes par les cendres des éruptions du Vésuve, comme si le temps lui-même avait décidé de les conserver. Ailleurs, elles furent emportées par les crues, démantelées par les paysans, utilisées pour des fondations. Et pourtant, si l'on se tient aujourd'hui sur un tronçon conservé de la Via Appia, on peut ressentir une étrange sensation, comme si sous les pieds, ce n'était pas seulement de la pierre, mais de la mémoire. Cette route n'appartient pas au passé, elle appartient au mouvement. Elle mène encore quelque part, même si le but est depuis longtemps oublié. Rome a disparu, mais les routes sont restées,
et en cela leur dernière victoire. Elles ont survécu aux empereurs, aux armées, aux divinités, aux langues. La pierre s'est avérée plus durable que le pouvoir, et le chemin plus éternel que celui qui l'emprunte. Ainsi s'acheva l'ère des routes, mais une autre commença, l'ère des ombres, où les pierres se taisaient et où les hommes apprenaient de nouveau à trouver leur chemin par eux-mêmes.